Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine thématique sur la revitalisation commerciale que nous avons organisé donc, dans le club Petite Ville de demain. Ce rendez-vous aura pour thème la fréquentation des centres-villes et centres-bourgs, comment penser son animation, comment proposer de nouveaux usages. Je suis Juliette Auricos, donc directrice du programme Petite Ville de demain, et je suis ravie de vous accueillir à nouveau autour de cette grande tablée virtuelle. Vous êtes déjà plus de 230. Merci beaucoup à vous. Donc, on a déjà 4 rendez-vous derrière nous pour cette semaine qu'on a animé avec Pierre Jarlier et Emmanuel de Vries dans la semaine pour vous accompagner sur les routes de France, également en bien entouré de nombreux experts et porteurs de solutions. Donc aujourd'hui, je salue à nouveau nos collègues avec qui nous avons concocté cette semaine avec le ministère de l'économie, la Banque des territoires et le ministère de la transition écologique. Aujourd'hui, pour cette dernière rencontre sur le thème comment recréer de la fréquentation dans les centres anciens et repenser ou penser les usages en cœur de ville, j'ai le plaisir d'accueillir nos 3 intervenants. Donc, Monsieur Jean-Marie Tétard, maire de Houdan, dans les Yvelines, et président de la communauté de communes. Bonjour, Monsieur le maire. Monsieur Christian Bussat, maire de Dieu-le-Fit, dans la Drôme. Monsieur Bonjour. le et pour commencer cette séquence, on vous propose, une fois n'est pas coutume, de ne pas commencer par donner la parole au maire, mais par céder la parole à Monsieur Vincent Chabot, maître de conférence en sociologie, chercheur au Centre de recherche sur les liens sociaux au sein du CNRS, pour nous interroger, nous interpeller comment favoriser la recommercialisation des centres-villes. Donc, Monsieur Chabot, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes auteur d'un ouvrage tout récent sur Éloge du magasin. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour ouvrir cette séquence de clôture de notre semaine thématique et nous donner votre éclairage et peut-être vos clés pour penser cette commercialisation des centres-villes. Je vous en prie. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Je remercie l'Agence nationale de la cohésion des territoires de m'avoir convié à cette réflexion. Alors, je vais consacrer ma brève intervention à la discussion de quelques-unes des pistes favorisant la recommercialisation des centres-villes et des centres-bourgs. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils mener une telle stratégie dans le cadre du programme Petite Ville de demain? Alors, je suis, vous l'avez rappelé, universitaire, spécialiste du commerce et de la consommation, et je travaille sur les dynamiques sociales du commerce urbain, un lieu d'animation, un support de petits liens indispensables à la cohésion sociale, un lieu aussi contribuant à la vitalité démocratique du pays. C'est la thèse, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, que je défends et que j'illustre également dans mon petit livre Éloge du magasin. Alors, la crise sanitaire et les confinements ont, de mon point de vue, rendu visibles les enjeux publics de cette activité privée en termes d'emploi local, de création de valeur, mais aussi et surtout en termes de dynamique sociale, au-delà du rôle classique d'approvisionnement. Je rappelle que les Français, hors trajet et hors courses en ligne, passent 26 minutes par jour à faire leurs courses en moyenne. La crise a également accéléré des tendances préexistantes plus qu'elle en a fait véritablement apparaître. L'essor du e-commerce, notamment dans le domaine alimentaire, le confinement a contribué à sa forte percée, et la dynamique de la proximité. Nous étions, il faut le rappeler, sous contrainte de mobilité. Voici donc quelques pistes qui, par-delà les problématiques locales différentes des 1600 communes accompagnées, peuvent inspirer les élus et les chefs de projet et les managers de centre-ville œuvrant dans le cadre du programme PVD, des pistes que j'ai regroupées autour de 5 thèmes: l'habitat, les services, la mobilité, l'offre commerciale et les outils numériques au service du commerce des centres-villes. Alors, premièrement, le commerce est évidemment une partie d'un tout. Sauf à recréer des rues commerciales artificielles, le trafic en magasin et la pérennité économique des commerces ne peuvent exister sans la fréquentation des centres anciens. Je salue évidemment les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain en ce qu'ils agissent sur la rénovation de l'habitat, la création de logements dans les centres. L'habitat pavillonnaire et l'étalement urbain sont depuis 40 ans
la première cause de l'artificialisation des sols naturels. Et de ce point de vue-là, la rénovation de l'habitat de centre-ville, sa mise aux normes, relève donc aussi d'une politique environnementale. La fréquentation des centres anciens repose aussi sur la réimplantation des services publics et privés et des entreprises petites et moyennes. En raison de l'étalement urbain, le centre-ville n'est plus devenu incontournable, sa fréquentation n'est plus devenue incontournable pour s'approvisionner, mais aussi pour travailler, poster du courrier, se soigner, s'instruire, se divertir. Et y relocaliser des activités diverses conduirait à réorienter géographiquement les emplois et à créer de nouvelles routines en termes de mobilité et d'usage, notamment commerciaux. L'enjeu n'est évidemment pas de bâtir une offre commerciale seulement pour les riverains. Il faut aussi songer à l'attractivité du centre et par conséquent à traiter la question de la mobilité. Les centres doivent être accessibles et des incitations, navettes et parkings gratuits le week-end, doivent être mises en place pour fluidifier les déplacements. Il faut penser aux personnes dont la mobilité ne va pas de soi et organiser des services dans les deux sens, la venue en centre-ville, mais aussi soutenir ce que j'appelle le commerce nomade. C'est-à-dire que, par exemple, le cas de l'épicerie ambulante est assez illustratif et assez exemplaire. L'épicerie ambulante ne doit pas être seulement présente dans l'imaginaire des habitants, mais au bout de leur rue. Et les collectivités peuvent soutenir ce type de service. À propos de l'offre commerciale, il y a, de mon point de vue, deux écueils à éviter. Premier écueil, ne pas vouloir imiter la grande distribution. Son développement en périphérie a conduit à concurrencer les commerces de centre-ville. C'est un mouvement qui est aujourd'hui bien connu, bien documenté. Et les super et les hypermarchés jouent toujours leur rôle aujourd'hui, attirer les Français par les prix. L'hypermarché est certes en recul depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que finalement la société salariale qui a accompagné son effort s'effrite en raison du chômage de masse et de la précarité de l'emploi. Et de leur côté, les classes moyennes et supérieures s'en détournent progressivement, préférant les commerces spécialisés. Malgré cela, 66% de l'approvisionnement alimentaire des Français sont assurés par la grande distribution. L'erreur serait donc d'accompagner des commerces de centre-ville qui entreraient en concurrence frontale avec un supermarché de périphérie. En ce qui concerne l'alimentaire, le positionnement peut être sur du moyen ou du haut de gamme, en bio, en circuit court. Il serait plus difficile, question d'approvisionnement et de rentabilité, de miser sur du discount, qui est évidemment la marque de fabrique, si j'ose dire, de la grande distribution. Les Français sont certes défiants vis-à-vis de la grande distribution, tous les sondages le montrent. Ils l'associent à l'industrie agroalimentaire et aux produits non qualitatifs, mais ils s'y approvisionnent toujours massivement pour des raisons bien légitimes, des raisons économiques. L'offre doit donc être complémentaire, soit au niveau des produits, soit au niveau du positionnement de gamme. Second écueil, accompagner la mise en place d'une offre commerciale en décalage avec la demande. Alors, toute politique de recommercialisation repose, je crois que vous avez consacré une séance de votre webinaire à ce sujet, repose sur un diagnostic fin pour connaître les attentes et les comportements réels. Sur les territoires de banlieue parisienne, je donne un exemple, il a souvent été observé dans le cadre de programmes de rénovation un décalage entre les attentes des élus et la demande réelle. Et le décalage s'observe entre un changement urbain que l'on va fantasmer et que l'on va attendre et les limites finalement de l'embourgeoisement. Et ce décalage se retrouve également dans l'offre commerciale. Une offre commerciale finalement peu adaptée. Contre un commerce pour tous, le commerce contemporain est un commerce de précision, selon l'expression de l'économiste Philippe Moati. Des formats s'adaptent à une consommation archipélisée aujourd'hui et un commerce de précision et des services pour, en tant qu'enseigne, se différencier. Je pense par exemple au marché de plein vent, les marchés forains. Le marché forain, sa part de marché varie entre 10 et 20% de la distribution alimentaire. Le marché est un lieu d'approvisionnement, mais aussi un lieu de relation et de convivialité, autant d'éléments qui expliquent sa longévité et l'attachement des clients, évidemment. Et les pouvoirs publics, notamment les mairies qui les gèrent, doivent pouvoir y intégrer, de mon point de vue, des services. Alors, d'abord, rendre le lieu peut-être plus qualitatif en termes d'offres et d'accessibilité, réserver également des espaces pour le click and collect des producteurs, les fameux
drive fermier très prisé durant le premier confinement en mars 2020, lorsque les restaurants et les cantines étaient fermés. Également, il organisait des lieux d'information sur l'alimentation durable ou le tri des déchets. Un exemple parisien, le marché est devenu aujourd'hui le lieu de collecte des déchets alimentaires. Et puis, consacrer aussi des espaces à la vie associative locale. Le marché est un lieu de rencontre. Il est, je le disais tout à l'heure, le support du lien social. Pour conclure sur ce point, je crois aussi beaucoup en l'éducation à consommer. Et une enquête d'un observatoire Société-Consommation avait montré que les centres anciens étaient de loin préférés aux zones commerciales périphériques pour faire ses courses. Et les pouvoirs publics doivent contribuer à convertir ces belles déclarations en pratiques effectives, en soulignant notamment les externalités positives du commerce de centre-ville, l'animation, le lien social, l'emploi local. Alors l'emploi local, l'emploi des riverains, de nos voisins, de notre famille, face notamment à la robotisation qui touche aujourd'hui les entrepôts. Dont l'emploi humain en entrepôt, il faut le répéter face à la conquête d'Amazon qui avance souvent avec cet argument de l'emploi, évidemment. L'emploi en entrepôt n'est pas durable. C'est un emploi qui est en voie de robotisation. Dernier thème que je souhaitais aborder, c'est une bonne transition, les outils numériques. Les outils numériques au service du commerce de centre-ville. Alors, je dirige une formation à l'IUT de l'Université de Paris destinée aux commerçants et aux porteurs de projets, un diplôme universitaire commerce de proximité et numérique, en partenariat notamment avec l'entreprise Petit Commerce. Et je vais être très clair, alors en raison justement de ce que m'apprennent également les formateurs qui interviennent dans cette formation, les marketplaces locales, les plateformes locales ne sont pas la solution. Les ventes sont rares et l'investissement des commerçants est chronophage. La digitalisation ne se résume pas au e-commerce. C'est-à-dire que les commerçants, selon les produits qu'ils vendent, selon leurs compétences, leur maturité numérique, ont des besoins numériques différents. Et une solution imposée par le haut, comme c'est le cas avec des marketplaces locales, conduit à l'impasse et non à la création de valeur et à la création de trafic en magasin. Alors évidemment, la norme du magasin connecté est évidemment celle qui s'est imposée depuis les confinements, mais l'enjeu est surtout de faire rayonner le magasin, le conseil, l'expertise, la relation client, au-delà des murs de la boutique. Le référencement sur le web et la communication numérique à l'aide des réseaux sociaux sont les outils adéquats. J'ajoute également, c'est une initiative qui a été faite depuis déjà plusieurs années par justement l'entreprise Petit Commerce, les portraits de commerçants, les portraits de commerçants qui sont présents sur notre territoire, qui visent ces portraits à finalement personnifier le commerce. C'est ce qu'attendent également les consommateurs. L'objectif étant de faire progresser la fréquentation des boutiques grâce aux outils numériques. Je pourrais vous lister toute une série d'exemples, du portail des librairies indépendantes à l'épicerie fine, en passant par la rôtisserie présente sur un marché qui communique auprès de sa communauté par les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, cette communication numérique peut conduire évidemment à mettre en place une offre de services supplémentaires comme la livraison. Mais je pense que cette mise en place de services numériques doit d'abord s'amorcer, si j'ose dire, par de la communication. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous livrer aujourd'hui au sujet de la revitalisation commerciale et de l'animation des centres-villes. Un dernier élément en guise d'ouverture sur la question de la fiscalité. Je déplore que toutes les formes de commerce ne soient pas soumises au même régime. Alors, je ne développerai pas sur les stratégies d'optimisation fiscale menées par Amazon, mais allons plus loin. À l'image du label LIRE, le label librairie de référence qui, depuis une dizaine d'années, valorise le travail qualitatif mené par les librairies indépendantes, par les libraires indépendants, en les exonérant de la contribution économique territoriale, eh bien, on pourrait imaginer également une fiscalité réduite pour les commerces de centre-ville labellisés, honorant ainsi leur rôle social et leur travail relationnel. Et cette incitation fiscale pourrait aussi mobiliser les professionnels à s'installer sur des zones commerciales franches, entre guillemets. Ce serait une mesure positive pour une politique d'aménagement commercial, mais aussi social du territoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chabot, pour cette intervention à spectre très large, d'avoir joué le jeu, d'être à la fois synthétique et bref, tout en ayant un éventail et
un aperçu aussi vaste, on voit que votre intervention suscite pas mal d'interpellations ou d'interrogations. Du coup, je vous propose de regarder pendant les témoignages des deux maires qui vont suivre, et puis on pourra reprendre un certain nombre de points à l'oral ensuite. En tout cas, voilà, je me permets en tout cas de signaler et de reprendre un des commentaires de Jean Spanek, qui est un de nos intervenants de la Banque des Territoires pendant la semaine. Effectivement, il y a un vrai enjeu de complémentarité de l'offre, comme vous le signaliez aussi, entre supermarchés en périphérie et commerce en centre-ville, centre-bourg, et qui a un vrai enjeu, et je me permets peut-être, j'espère ne pas me tromper dans la paraphrase, à poser un diagnostic, à poser une stratégie et avoir une vision aussi locale de où on veut emmener son territoire, et ensuite d'activer la boîte à outils et de travailler les complémentarités en fonction aussi de la réalité du territoire dans lequel on s'inscrit, tout en gardant aussi en tête les impacts que peuvent avoir certains choix à un moment donné, qui en fait peuvent avoir des incidences à moyen long terme, et tout l'intérêt aussi de se poser collectivement pour bâtir son projet en pesant bien les avantages et inconvénients. Je suis désolée, je me permets de le dire peut-être avec des mots un peu plus simplistes, mais il me semble effectivement que c'est un message important à entendre. Et donc, si ça vous convient, je vous laisse regarder les nombreuses questions que ça a suscité. Et merci beaucoup aux plus de 300 participants de jouer le jeu, de poser leurs questions dans l'onglet questions-réponses, qui va nous permettre d'enrichir et d'alimenter nos débats. Alors maintenant, effectivement, sur la base de cette introduction très riche, on vous propose de nous diriger vers deux très belles expériences locales, avec des solutions opérationnelles qui ont été activées, avec, comme je l'évoquais en introduction, l'exemple de Houdan dans les Yvelines et de Dieulefit dans la Drôme. Donc, monsieur Tétard, donc monsieur le maire de Houdan, nous fait. Alors, ce n'est pas lui qui s'affiche Est-ce que monsieur Houdan est bien là? J'espère. Monsieur Tétard est là. Formidable. Oui, je suis là. Je suis là. Je ne vous voyais plus à l'écran, j'étais inquiète. Donc, vous êtes maire de Houdan, donc 3600 habitants, président de la communauté de communes du pays houdanais. Et on avait très envie de vous entendre sur comment penser l'animation événementielle de son territoire, puisque voilà, Houdan a un cœur de ville patrimonial, un héritage historique vraiment sur ce sujet commercial. Vous allez nous reparler, je pense, de la foire Saint-Mathieu et de la stratégie que vous avez développée autour de ça. Et voilà, comment vous avez bâti le programme d'animation, comment ça sert votre projet plus global. Monsieur le maire, je vous cède la parole. Merci et bonjour à toutes et à toutes. Je voudrais d'abord dire que effectivement, 3640 habitants, 150 commerces, c'est important de le dire, 21 bars et restaurants, 11 boutiques de prêt-à-porter, etc. Et donc, c'est un milieu de commerce de proximité très riche et très varié. Et ce n'est que dans ces conditions qu'une animation culturelle de centre-ville prend tout son sens par rapport à la relation au commerce. Si ce n'était que des linéaires de logement, l'animation culturelle n'aurait pas du tout le même intérêt. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'effectivement, nous essayons de concentrer en centre-ville logement, services. Quand je dis service, c'est aussi maison médicale ou consultation, etc., puisque tout usage, l'intérêt pour un commerce, c'est qu'il y ait des tas de raisons de venir en centre-ville. Et nous avons essayé d'éviter toute localisation facile en périphérie, d'équipements sportifs, de maisons médicales, etc., parce qu'effectivement, on pourrait venir simplement en périphérie et repartir sans consommer en centre-ville. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en 1995, j'ai été élu maire, je le suis encore, et quelque chose m'avait un petit peu heurté, c'est que la foire séculaire, nous en sommes à la 951e édition, était en fait tenue dans un champ de foire extérieur à la ville. Et pendant 2 jours, des milliers de gens venaient dans ce champ de foire et ne pénétraient pas en centre-ville. Les commerces étaient fermés le dimanche. Et les habitants devaient se déplacer à l'extérieur. Et donc, j'ai relocalisé cette foire en centre-ville. Ça n'a pas été simple. Il y avait effectivement, quand on tient une foire pendant 2 jours avec 25 000 personnes qui viennent en ville, eh bien, il y a 1 semaine de préparation, il y a 2 jours de démontage, et donc il y aura des gênes occasionnés à l'ensemble des commerçants, à l'ensemble des habitants. Et donc, il a fallu convaincre commerçants et habitants qu'on allait relocaliser cette foire en centre-ville. Et maintenant, si je demandais aux uns et aux autres si on la ramenait à l'extérieur, j'aurais la même opposition que celle que j'avais connue pour la ramener en centre-ville.
l'intérêt d'avoir une foire de ce type en centre-ville avec des déambulations, des animations de rue, c'est qu'en fait, l'ensemble des métiers de bouche travaillent très, très bien ce week-end-là, surtout s'il fait beau. Les autres commerces doivent se transformer. Je veux dire que si on a un poissonnier, ce jour-là, il ne va pas vendre des limandes, mais il faut qu'il puisse vendre une assiette avec 3 crevettes, 2 bulots, 2 huîtres et un verre de muscadet, et il fera son chiffre d'affaires tout en faisant connaître sa boutique. Et enfin, il y a des commerces qui ne feront que communiquer, qui feront voir qu'ils sont là, et que parmi les très nombreux visiteurs, eh bien, il y a des gens qui se diront « Tiens, je ne savais pas qu'à Houdan, il y avait une torréfaction, il y avait une chocolaterie, etc. » C'est une promesse de les voir revenir. Donc, il y a l'ensemble de ces intérêts qui sont rencontrés. Ensuite, on ne peut pas se contenter de cela. Et donc, nous avons saisi toute opportunité qui était à l'initiative des commerçants ou à la nôtre. À l'initiative des commerçants, ça peut être des quinzaines commerciales. Ça peut être, comme on l'a vu, des boutiques qui proposent un défilé de mode en pleine rue. Et pour cela, il faut dévier la circulation. Ça peut être des commerçants qui proposent que sur la place de l'église, on fasse un terrain de boules, un terrain de pétanque pendant 15 jours pour donner une idée de Houdan-Plage, etc. Et donc, ces initiatives peuvent venir des commerçants eux-mêmes et la mairie doit s'adapter tout en recueillant l'avis des habitants parce qu'on va les gêner à leur tour. Il ne faut jamais oublier que dans une ville, il y a des habitants, il n'y a pas que des commerçants. Et il faut obtenir le consensus entre tous ces acteurs. Et puis, les initiatives peuvent venir de la mairie. Le carnaval est une fête un samedi matin et il y a toutes les écoles qui défilent dans la rue. On ferme la circulation pendant 2 heures. Au début, ça râle, mais finalement, en sortie de carnaval, les gens font leurs courses et de la même manière, ça leur donne des prétextes nouveaux de venir dans la ville et de consommer. Donc, toutes les occasions sont bonnes, y compris des balades en lumière l'hiver avec vin chaud, etc., pour visiter le patrimoine inconnu des Houdanais, quelquefois. C'est simplement une petite tour, une pompe qui est dans un coin, etc., avec des compteurs, avec des troubadours, etc. Donc, tout cela est important et il faut aussi avoir des manifestations culturelles de type art moderne que l'on expose dans les rues, parce que je crois aussi qu'il faut attirer des segments de clientèle différents. Nous avons la population locale, nous avons les zones industrielles, nous avons les touristes franciliens avec le donjon à visiter, mais si on peut attirer quelques amateurs de galeries d'art, etc., c'est aussi finalement une addition de publics différents qui vont déclencher des comportements commerciaux différents aussi. Et donc, tout cela, j'en tire plusieurs conclusions. C'est que, on ne peut rien faire, on ne fait pas d'animation de centre-ville en l'imposant aux commerçants, on ne fait pas d'animation de centre-ville en l'imposant aux habitants, il faut trouver le juste milieu, et on ne peut pas non plus rêver du mythe du centre-ville piétonnier permanent. Donc, dans une petite ville comme la mienne, il n'est pas question de faire un centre-ville piétonnier permanent qui finalement est une grande zone de déambulation sans beaucoup d'intérêt, où on finit par se balader devant des boutiques de franchisés, de marques franchisées alignées les unes après les autres. Nous sommes, nous, pour fermer la ville, effectivement. Nous la fermons. Nous la fermons 2 jours, nous la fermons une soirée, nous la fermons une après-midi, nous la fermons 2 heures, nous la fermons complètement, la donnant aux piétons, mais dans des durées limitées, négociées. La fête de la musique, chez nous, cette année, s'est transformée en ville en musique, avec une ville totalement piétonnière, avec une petite erreur de 14 h à 23 h. L'an prochain, nous le ferons plutôt de 17 h à 23 h, après un compromis de discussion avec les commerçants. Donc, nous fermons la ville à des moments donnés en prenant toutes les précautions pour que tout le monde y trouve à peu près son intérêt. Et donc, l'ensemble de ces éléments donne un programme effectivement d'animation culturelle, d'animation patrimoniale, qui s'inspire ou des idées des commerçants ou des idées de la mairie, qui est tout le temps négocié, que l'on ne peut pas imposer et qui, à un moment donné, cherche aussi à offrir la ville à ses habitants. Je crois que le commerce encombre la ville de voitures. Plus on a de commerce, aujourd'hui, je n'ai plus une seule surface de libre, donc j'ai de plus en plus de voitures. Je vais faire un parking de 130 places pour y loger les commerçants eux-mêmes, parce que je crois que quand on est commerçant, on ne doit pas se garer à la place de ses clients. Et donc, c'est un slogan permanent que je n'arrive pas à faire entendre. Et donc, nous allons faire un parking plutôt pour le réserver aux commerçants et leurs employés. Mais à un moment donné, il faut donner une respiration, parce que dans un centre-ville totalement occupé par le commerce, avec beaucoup de clients, et c'est tant mieux, où il y a des espaces de convivialité, où les gens discutent, s'embrassent, se donnent
donnent des nouvelles de la famille, etc. Où il y a des emplois, effectivement, comme l'a souligné l'interlocuteur précédent, qui ne sont pas des emplois de metteur en rayon ni de préparation de drive. Ce sont de vrais emplois. On a un contact humain et finalement beaucoup plus que dans les grandes surfaces, etc. Je crois que tous ces facteurs-là demandent de temps en temps une respiration. Et cette respiration, c'est de temps en temps, effectivement, une ville piétonne à réoffrir à ses habitants, avec le plaisir de voir des gamins qui vont déambuler dans la rue principale avec leur skate, avec beaucoup de bonheur, etc. Et les grands-mères ou les grands-pères avec leur canne déambuler un peu dans la rue. L'accessibilité, on ne peut pas faire non plus de l'animation culturelle, etc., sans accessibilité dans le centre-ville. Mais la question, lors de manifestations massives comme 25 000 habitants, je ne me casse pas la tête à savoir où les gens se gareront. Ils se garent où ils peuvent. Où ils peuvent et ils viennent. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils viennent à pied, capables de se garer à 1 kilomètre de la ville, de venir dans le centre-ville à pied. On ne peut pas non plus gérer des moments exceptionnels avec des choses qui seraient trop coûteuses, etc. Donc, on laisse le naturel se faire. Donc, dans toute cette dimension-là, eh bien, il y a des initiatives fantastiques. La dernière initiative, c'est l'ensemble des commerçants a lancé Octobre Rose avec près de 1000 ballons accrochés au rétroviseur des voitures et toute la ville devenait rose. Bon. Et donc ça, on a essayé là de voir avec notre chargé de commerce de centre-ville, manager de commerce, de voir comment on pouvait se servir de cette manifestation pour l'étendre aux autres villes et villages du pays houdanais, pour que petit à petit, on puisse arriver peut-être demain à un slogan « Commerce en pays houdanais, commerce de qualité », et qui serait un slogan porteur pour vendre cette partie du Far West francilien aux 12 millions d'habitants franciliens qui finalement pourraient être à la fois nos touristes, nos consommateurs, nos visiteurs d'un week-end ou le temps d'un festival, le temps d'un concert. Et je crois qu'on organise un concert dans l'église, par exemple, on peut en même temps se dire que l'on offrira 10% ou 20% de réduction dans les restos de la ville. Bref, il ne faut jamais penser à un événement sans penser qu'il peut offrir quelque chose au commerce, d'une manière ou d'une autre, et voir comment on adaptera l'événement pour qu'il serve le commerce. Donc, voilà un petit peu les ingrédients. Rien en périphérie, tout en centre-ville. Nous avons eu aussi une volonté de ne pas faire de grandes zones commerciales en périphérie. Nous n'avons qu'une grande surface et c'est tout. Nous n'en aurons pas d'autres. Tout a été, c'est vraiment quelque part du protectionnisme, mais ce protectionnisme va nous permettre maintenant d'améliorer les systèmes de livraison, la mobilité, l'accessibilité. Ça doit nous permettre d'améliorer aussi le commerce en ligne avec les précautions qui ont été dites précédemment, peut-être d'engager les commerçants dans les politiques anti-gaspillage, peut-être dans les réductions d'énergie. Bref, le protectionnisme a permis d'atteindre un niveau qui nous permet maintenant de se dire on pourrait peut-être passer le commerce soudanais d'un logiciel 4.0 à un 5.0 en développant les différents points que je viens d'indiquer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire rapidement, mais la morale, c'est ne jamais rien faire en centre-ville sans tenir compte du commerce et que le commerce ne fasse jamais rien sans tenir compte de la ville et des habitants. À partir de ce moment-là, tout prétexte est bon pour amener des clients à revenir dans leur boutique ou amener des visiteurs à se dire « Tiens, je ne savais pas que ça existait, j'y viendrai demain ». Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce témoignage tout à fait enthousiasmant. Effectivement, on voit bien à la fois l'importance de la vision et du volontarisme politique sur le long terme. Hein, vous l'avez souligné, c'est des stratégies qui se bâtissent sur une durée longue. Je retiens aussi l'enjeu de la négociation et du compromis permanent pour concilier les différents intérêts en matière d'animation. Et puis l'enjeu des mobilités, hein, que vous avez bien ciblé, hein, la mobilité dans les petites villes, c'est une approche bien spécifique, c'est pas la même que celle qu'on va raisonner dans d'autres types de territoires. Je pense qu'on y reviendra vraisemblablement dans la partie échange. Je vous signale d'ores et déjà dans les questions que
les plus de 300 participants, certains ont déjà souligné, il y a pas mal d'interpellations pour comprendre en fait comment vous travaillez avec les commerçants, voilà, comment vous avez organisé ça. Donc, je vous laisse peut-être en prendre connaissance et puis si ça vous va, on reviendra peut-être sur certaines de ces questions dans une partie d'échange après l'intervention de Christian Bussat. Monsieur Bussat, donc vous êtes maire de Dieulefit dans la Drôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, 3000 habitants, pas tout à fait le même territoire que Houdan, même si en termes de nombre de population, on est sur une démographie comparable. Donc on avait très envie de vous entendre sur la question de l'artisanat comme facteur d'attractivité pour les cœurs de ville. Je vous cède la parole, si cela vous convient. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers collègues de Houdan. Bonjour. C'est amusant parce qu'on est vraiment dans une situation tout à fait différente à Dieulefit, ayant un nombre d'habitants comparable, mais on est quand même dans une situation pas du tout pareille. On est donc en Drôme provençale, dans une région assez touristique. La population de la commune double en été à peu près. Beaucoup de résidences secondaires. Dieulefit est un endroit où les gens sont partis souvent vivre à l'extérieur, puis reviennent pour leur retraite en particulier. Une tradition historique très importante, puisque Dieulefit est une terre d'accueil. Pendant la guerre, notamment, ça a été un lieu de résistance civile important, avec l'accueil d'un millier de juifs, de communistes, d'anti-nazis allemands. Donc, c'est quelque chose qui est très, très fort dans notre commune. C'est une terre de potiers. C'est un endroit où, depuis 2000 ans, les gens ont toujours travaillé la poterie parce qu'il y avait de la terre qui était favorable, il y avait des endroits, il y avait un lieu qui était favorable à ça. Cette poterie, on va dire traditionnelle, s'est peu à peu arrêtée parce que maintenant on mange dans des choses, dans des objets différents, hein, avec des matériaux différents, et ça a évolué vers plutôt quelque chose plus autour des métiers d'art, autour de la céramique. Je suis élu depuis 1 an et quelques. Donc voilà, la situation est un petit peu différente avec une équipe très tournée vers 2 piliers, la transition écologique. Pour nous, c'est un thème vraiment central, et la participation citoyenne. On essaye le plus possible de faire participer les gens et de travailler avec eux. J'en arrive au centre-ville. Notre centre-ville a 2 caractéristiques. D'abord, la traversée de la ville, la traversée principale la traverse principale est une route qui est très étroite. Donc, on a des gros problèmes entre les camions, les voitures, les piétons avec les poussettes, des trottoirs très étroits, les vélos qui sont... Bon, il y a des gros problèmes de sécurité. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus dans des conditions difficiles. Et le but n'est pas forcément de faire des déviations pour que les gens fassent le tour de plus en plus vite. Donc, on essaye de gérer ça et j'en reparlerai un peu plus tard. Et puis, on a une artère principale qui a un petit côté un petit peu moyenâgeuse avec des pavés, qui est en grande partie piétonnière et qui s'appelle la rue du Bourg et qui est vraiment en plein cœur de ville et qui est relativement dynamique. Alors, ce n'est pas les chiffres que monsieur le maire vous disiez. Nous, on a 37 pas de porte actifs et peu de surface disponible. Depuis quelques années, on a eu l'installation importante de céramistes, de jeunes céramistes et puis de céramistes qui ont entraîné des artisans d'art de manière un peu plus large, et puis des créateurs divers, et puis des commerces de bouche. Voilà. En fait, ces céramistes arrivent à Dieulefit par l'intermédiaire, le plus grand nombre viennent par la Maison de la Céramique, qui est un musée, un lieu où on retrouve on conserve, on enrichit, on met en valeur le patrimoine
le patrimoine côtier de Dieulefit. Et c'est aussi un centre de formation où une douzaine de jeunes et de moins jeunes viennent chaque année se former à la céramique, avec une richesse, une variété de propositions extraordinaires. Chaque année, l'exposition de fin d'année de la formation est un grand moment de richesse artistique. Et puis, bien sûr, ces gens ont tendance à rester sur le territoire, et principalement à Dieulefit. Donc, il y a une espèce de dynamique autour de cette formation où toute la ville accompagne cette dynamique. Il y a eu aussi dans les années passées, une quinzaine d'années passées, 2 ORAC, donc d'accompagnement des commerces locaux. Il y a eu au siècle dernier, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, une OPH pour le maintien des logements en centre ancien. Ce sont des maisons qui sont assez anciennes, qui ont des gros problèmes d'accès, des escaliers très étroits, en pente raide, des problèmes d'isolation thermique. Voilà, donc il y a eu cette OPH et on aimerait développer ça, remettre une en route. Il y a beaucoup d'associations. À Dieulefit, on refait le monde. Il y a des associations, bien sûr, il y a des associations culturelles, sportives, habituelles, mais il y a aussi des associations où on réfléchit à l'avenir, où on discute, on reconstruit, on imagine. Il y a des événements toute l'année importants qui drainent beaucoup de monde et qui favorisent je dirais, la richesse intellectuelle de la ville. Du point de vue commercial, il y a un marché hebdomadaire important qui draine une population de tout le territoire autour, un territoire agricole. Et il y a un petit supermarché qui a tenté de s'étendre, mais qui a été limité dans sa surface. Il y a d'autres supermarchés qui ont essayé de s'installer, mais qui seront, tant que je serai là, qui ne seront pas acceptés. Je pense que c'est un gage aussi de vie du centre-ville et on voit trop de communes complètement étouffées par des centres commerciaux qui s'étendent et qui n'importent finalement que pas grand-chose, en tout cas pour les centres-villes. On compte beaucoup sur Petite Ville de demain, sur l'opération PVD, pour donc développer une OPH RU en centre-ville. Il y a 12% des logements de centre-ville qui sont vides. Donc, il y a vraiment du travail à faire parce qu'en parallèle, il y a des jeunes qui cherchent à se loger et qui ne trouvent pas. Donc, il faudra construire. On a encore quelques terrains sur lesquels on va favoriser la construction, mais il faut réutiliser le centre-ville pour des logements. C'est important. Et il y a une demande, d'autant plus qu'il y a une demande. Cette dynamique de fréquentation, on va aussi l'accompagner en élargissant l'offre. On a un programme d'acquisition, on a un certain nombre d'immeubles qui appartiennent à la commune et qu'on va, pour l'instant, c'est plutôt des associations qui les utilisent, mais on va sans doute faire évoluer les choses. On a aussi, j'en ai pas parlé, mais on a une salle de spectacle importante qui est au bout de cette rue du Bourg, donc vraiment du centre-ville. Et ce qu'on aimerait développer, dont on aimerait développer le nombre de spectacles, les propositions, et puis des animations. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses, mais on veut encore développer les choses en lien avec les commerçants. On a 3 labels qui sont assez peu visibles et qu'on aimerait travailler pour être plus visible là-dessus. Station de tourisme, Station verte et Ville des métiers d'art. C'est trois labels qui sont importants. Il y a des réunions nationales régulièrement pour parler avec les collègues des autres villes, notamment des métiers d'art, mais je ne trouve pas assez visible, donc il y a des choses à développer.
On a un programme de mise en place de services publics dans la ville, notamment une maison de santé, parce que pour l'instant, les médecins sont un peu fragilisés ils sont isolés et on aimerait les regrouper, à leur demande d'ailleurs. Une maison France Service qui est aussi prévue dans le centre. Et puis une MARPA, donc des logements intermédiaires pour les personnes âgées avant d'être vraiment en manque d'autonomie. On est décidé à encourager toutes les actions environnementales autour de l'environnement, relocalisation de l'agriculture, mobilité, rénovation énergétique, biodiversité. On a un espace naturel sensible sur la commune qui est magnifique. Donc, tout ça crée une richesse de valeurs sociales et environnementales. Voilà, Diolfi peut et veut ressembler pendant et après Petite Ville de demain à un laboratoire des transitions. Voilà ce que je voulais vous dire, à taille humaine. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de ce témoignage qui montre là encore la dimension très intégrée du sujet dès qu'on s'adresse, dès qu'on traite de la question du commerce et de la revitalisation commerciale. On arrive tout de suite sur le projet de vie, de ville, de territoire. Alors, il y a eu pas mal de questions. Merci infiniment à vous trois, messieurs, d'avoir joué le jeu, de répondre. Moi, j'ai noté deux questions que j'avais envie de vous relayer, même si Monsieur le maire de Houdan a déjà répondu à certaines par écrit, mais je pense que ça mérite d'y revenir un petit peu. La première, peut-être, Monsieur Tétart, vous y avez répondu, mais ça me semble vraiment assez majeur. Vous avez tous les deux évoqué la maîtrise de l'implantation de supermarchés en périphérie. Alors, c'est un sujet qui revient souvent. Et vous avez tous les deux insisté sur le fait, voilà, vous aviez une politique volontariste, en tout cas, c'est celle que vous portez, pour en limiter l'implantation et vous concentrer et favoriser le commerce dans votre centre. Il y a eu une question, comment le bloquer? Quel levier vous avez pris? Monsieur le maire de Houdan, je crois que vous avez répondu par les documents d'urbanisme, mais je vous laisse la parole si vous en êtes d'accord. Votre micro est coupé par contre. Voilà. Oui, tout d'abord, je crois qu'il faut se préoccuper de son centre-ville, parce qu'il faut se préoccuper à la fois de la périphérie et du centre-ville. Dans la périphérie, dans le centre-ville, nous avons fait un périmètre de protection du commerce, donc qui est inséré dans le PLU de la commune. Et dans ce périmètre de protection, nous avons bien sûr la préemption, etc., mais que je n'utilise jamais parce que c'est trop cher. Et donc, nous avons plutôt une autre méthode, c'est que nous avons interdit en quelque sorte certains changements d'affectation, c'est-à-dire que des locaux de commerce de détail en rez-de-chaussée ne peuvent pas se transformer en logement ou en bureau. Et donc, ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'une droguerie peut se transformer en boucherie ou en magasin de vêtements, mais pas en agence bancaire, ni en logement, etc. Au début, ça ne fait plaisir à personne. Les gens sont d'accord, disent le maire est génial, mais quand les commerçants partent en retraite, ils me trouvent moins génial parce qu'ils ne peuvent pas vendre à la banque qui est juste à côté. Bon. Mais ça, c'est les contradictions que chacun porte. Moi, j'en porte, le commerçant en porte, tous les métiers en portent. Ça dépend du moment de la vie où on les vit. Le second point, donc ça, c'est très important. Deuxièmement, dans le protectionnisme que j'évoquais, chez moi, il n'y a pas de camion de sandwich, il n'y a pas de food truck, il n'y a rien de tout ça, puisque ce sont des gens qui vont venir prendre le pain du boulanger, en quelque sorte, en évitant que le menu du comptoir, etc. Donc, il n'y a pas. C'est assez autoritaire, mais qu'est-ce que vous voulez? Je protège mon centre-ville. Et ensuite, dans les zones d'activité, interdiction d'installer des commerces de détail. Parce que lorsqu'un entrepôt était libre, il était très facile d'installer une halle aux fruits, une halle aux légumes, une halle à tout ce qu'on veut. Donc, non, dans les zones d'activité, ça ne peut être que de l'activité de type industriel, des bureaux d'études, tout ce que l'on veut, mais pas du commerce. Bon. Ensuite, nous avons, dans le cadre de la communauté de communes, la zone, moi j'ai donc banni dans mon PLU toute zone commerciale, et la commune voisine qui me touche, c'est dans le cadre de la communauté de communes que nous avons négocié que la surface pour une zone commerciale serait restreinte. Et elle est totalement restreinte, aucune extension n'est possible. Donc voilà, nous avons les documents d'urbanisme, mais il faut une vraie volonté. Parce que
ma politique de commerce en centre-ville avec interdiction de transport, de changement d'affectation, vous ne pouvez pas jouer au yo-yo. Vous ne pouvez pas, pendant un mandat, le contrôler, le mandat d'après relâcher, parce que l'incohérence n'est pas vivable par les habitants ou par les... Donc, il faut avoir une politique très, très soutenue et continue dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur Tétard. Je ne sais pas si Monsieur Bussat ou Monsieur Chabot, vous souhaitez réagir ou répondre ou éclairer cette question-là. Ça a l'air d'aller. Ouais, simplement, quand on en parle avec le directeur de la surface, la moyenne surface actuelle, et qui me dit j'aimerais bien agrandir, je lui dis non. Hein. Les choses sont claires, c'est non. C'est trop important pour l'ensemble de l'équilibre de la commune, qui est en même temps cette surface parce que les gens en ont besoin, mais voilà, pas sans excès. Merci. Monsieur Tétard, je voudrais rajouter une chose quand même, c'est qu'il ne faut pas bannir une surface commerciale périphérique. Les habitants ont besoin d'aller faire des courses de type beaucoup des packs d'eau, etc. Enfin, il y a une clientèle. Et je préfère qu'ils viennent faire cela en périphérie de ma commune et qu'ensuite ils viennent dans des commerces de qualité au centre-ville de ma commune, plutôt que de n'avoir rien et qu'ils aillent complètement ailleurs. Donc, tout est une question d'équilibre. Et nous avons essayé, et d'ailleurs, dans la galerie commerciale de la surface, dont je ne donnerai pas le nom, dans la galerie, il faut surtout restreindre le nombre de boutiques dans la galerie commerciale. C'est surtout cela, parce que ce sont ceux-là les concurrents aussi de mes centres-villes. Et quand même, dans la galerie commerciale de cette moyenne surface, il y a la liste de tous les commerces de mon centre-ville. Merci. Monsieur Chabot, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro. J'imagine que c'est pour parler. Oui, non, je reprends ce qui vient d'être dit et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'offre doit être complémentaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a, dans l'histoire du commerce, je vais être très rapide, évolué. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans une opposition centre-ville-périphérie avec la grande surface alimentaire. Depuis, il y a effectivement d'autres acteurs qui ont émergé, Amazon bien entendu, mais aussi à la faveur du confinement, le e-commerce alimentaire. Donc vous pouvez très bien limiter l'expansion des surfaces commerciales alimentaires en périphérie, qui sont importantes pour les prix. Il faut aussi penser au pouvoir d'achat des Français, bien entendu. Tout le monde ne peut pas aller chez les artisans alimentaires tous les jours, par exemple, avec des familles, etc. Et puis, vous ne réglez pas le problème, puisque l'e-commerce alimentaire pourrait, en l'absence de supermarchés de périphérie, quand même opérer et livrer, bien entendu, les habitants du territoire. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on parle d'hypermarchés hors les murs, c'est-à-dire des drives piétons ou différentes livraisons à domicile ou des drives voitures, tout ce que vous voulez. De nouvelles infrastructures ont gagné beaucoup de pouvoir de marché et pratiquent les prix, effectivement, de la grande distribution qui restent intéressants. Merci beaucoup pour cet éclairage à trois voix. Bon, je m'en permets Effectivement, il me semble qu'il y a la vision politique que messieurs les maires vous incarnez et pour lesquels vous avez été élus. Et derrière, je me permets d'inciter, c'est vrai qu'il y a des outils au-delà de la concertation locale et de la relation humaine qui est fondamentale, comme les PLU. Également les opérations de revitalisation des territoires dont on reparlera lors d'un webinaire dédié. Voilà, en tout cas, ce sont des outils à votre main, à la main de votre politique. C'est des outils qui demandent un coup d'entrée pour savoir vraiment les utiliser au mieux par rapport à la politique que vous portez, mais qui sont extrêmement puissants. Et je crois que Monsieur le maire de Houdan a bien démontré par la preuve la puissance que peut avoir un PLU adapté à une vision et à une ambition politique portée par l'élu. Donc voilà, donc je me permets je sais qu'il y a un certain nombre de communes qui ne sont pas encore dotées de PLU ou PLUI et qui sont en train d'y réfléchir. Ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser de près, d'y passer l'énergie et d'y consacrer l'énergie parce que vous dote vraiment d'un outil sur le long terme pour vous appuyer dans la politique de développement territorial que vous souhaitez mettre en place.
Il y avait une autre question que vous avez tous les deux évoquée et qui revenait dans les questions-réponses sur les questions des mobilités. Donc, je pense, on partage le constat hein, que dans les zones, alors même si Houdan et Dieulefit sont dans des territoires très différents de fait, mais la voiture est une réalité dans ces territoires et dans les personnes qui fréquentent vos centres-villes et centres-bourgs. Pour autant, le fait de dire que la voiture est là, ça ne sous-entend pas qu'il ne peut pas y avoir de multimodalité, de place pour les piétons, monsieur Tétart en a parlé, de place pour le vélo, alors que ça soit pour la circulation dans la ville, que ça soit pour les livraisons. Monsieur Tétart nous a un peu parlé de sa stratégie, de dire voilà, plutôt que de bloquer tout un secteur en piéton, plutôt penser la piétonisation dans le temps, de manière plus temporelle finalement qu'en infrastructure. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir sur comment vous avez pensé la stratégie de stationnement et la place du piéton et des cyclistes? C'est quand même une question qui monte très largement. Peut-être Monsieur Bussat, si vous voulez revenir sur ce point en premier. Oui, alors nous, on est dans une situation un petit peu différente puisque cette rue principale, cette rue du Bourg, qui est la rue principale commerçante de Dieulefit, est une rue très étroite, en pavé. Elle a toujours été avec des voitures et on essaie de la rendre de plus en plus ouverte aux piétons et aux vélos. Et ce, toute l'année, toute une grande partie de l'année, tous les week-ends de toute l'année, plus tous les jours de l'été, plus les vacances scolaires. Donc c'est quand même voilà, de 11h du matin jusqu'à 20h le soir. On l'a fait en association avec les commerçants. Ça n'a pas été toujours facile avec les commerçants, avec les riverains. On autorise donc jusqu'à 11h du matin les livraisons et les riverains. Et après, la rue est complètement fermée. Pour nous, c'est une évidence qu'il faut le faire comme ça, parce que c'est pas suffisant de dire on ferme 3 week-ends par an parce qu'il y a des animations. C'est vraiment important et les commerçants sont tout à fait contents de cette situation. Je voulais revenir juste un petit mot, redire un petit mot sur le moteur que constitue l'installation de céramistes dans cette rue, parce que c'est étonnant comme il y a 10 ans, il y avait beaucoup de commerces vides, beaucoup de vitrines fermées, et c'est vraiment ça qui a permis au centre-ville de revivre. Et donc je voulais le redire parce que je voulais être sûr que ce soit bien entendu. Et puis après, sur les vélos, sur les mobilités douces, on a des parkings autour de la ville et il y a de plus en plus de vélos. On a offert des vélos aux gendarmes. Maintenant, les gendarmes roulent en vélo. Les services techniques de la ville sont en vélo. On essaie vraiment de favoriser ça et ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci beaucoup, Monsieur Bussat. Je ne sais pas, Monsieur Tétart, si vous souhaitiez revenir. Bon, vous en avez déjà pas mal parlé pour la peine dans votre présentation ou si vous voulez prendre une dernière question. Votre micro est toujours coupé. Nous sommes dans un paradoxe. La zone de chalandise est à peu près de 25 km autour de Houdan. Je dois donc, pour faire vivre le commerce, je dois obliger mes habitants, les habitants de Houdan, qui sont tous à moins de 1 km du centre-ville, à venir à pied ou en vélo en centre-ville pour laisser de la place à la clientèle qui vient du rayon de 25 km autour, qui, elle, ne peut venir qu'en voiture. Et donc, je dois donc contraindre ma population pour permettre à des gens qui ne sont pas mes habitants et qui ne sont pas mes électeurs de venir en centre-ville pour faire des courses pour le plus grand bonheur des commerçants qui, bien souvent, ne sont ni mes habitants ni mes électeurs parce qu'ils sont en dehors de la ville. Et donc, on est là dans une contradiction à gérer, mais qui est entièrement tournée vers le commerce. Si je n'avais pas de commerce, je n'aurais pas la même organisation spatiale et la même organisation des problèmes de mobilité, etc. Et donc, ce n'est pas une contrainte, c'est un élément majeur de la gestion d'un bourg de 3700 habitants qui
à une zone de chalandise de 25 km autour. Merci beaucoup, monsieur le maire. On s'achemine vers la fin de ce webinaire. Est-ce que l'un de vous, donc j'ai entendu monsieur le maire de Dieulefit, monsieur Bussa, qui rappelait l'importance de l'artisanat comme vraiment levier aussi de développement et identité très forte de Dieulefit. Je ne sais pas si vous souhaitez voilà, revenir et insister sur un message particulier à ce stade, l'un ou l'autre, avant que je conclue cette belle séquence. Moi, je n'ai qu'un message, j'aimerais bien trouver un chef de projet. Très bien. Bah, j'espère que les plus de 300 participants auront entendu et on se fera fort de relayer votre offre. J'ai déjà un manager de centre-ville, de commerce, mais voilà, il nous faut le chef de projet maintenant, avec une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, sans doute qui sera lancée également. Voilà. Très bien, monsieur le maire. Je crois que ça a été entendu et on le relaiera avec grand plaisir. Merci. Monsieur Bussa. Oui, un petit mot pour dire à mon collègue qu'on a trouvé un super chef de projet. Donc, vous allez trouver. Vous avez un beau donjon. Et vous avez le soleil en plus, vous. Non, après, franchement, pour nous, pour une petite ville comme la nôtre, dans un territoire comme ça, très rural autour, avec un cinéma, une piscine municipale, des activités qui font que les gens autour viennent à Dieulefit, petite ville de demain, ça nous a semblé extrêmement judicieux et on a tout de suite foncé pour être candidat et pour démarrer les actions. On a été la première commune de la Drôme à signer la convention avec la préfète, avec Madame la préfète qui est venue en mairie signer, avec la députée qui était là. Enfin, c'est pour nous une vraie chance et on a vraiment l'impression que c'est fait pour nous. Voilà. Merci. Monsieur Chabot? En fait, j'ai reçu beaucoup de questions à propos des marketplaces locales. Alors, je pense que tout le monde a accès à mes réponses dans le chat et j'ai observé notamment dans les interactions qu'il y a eu beaucoup de déceptions des commerçants et des élus locaux après que des startups ou la Poste aient vendu clé en main ces solutions qui se sont révélées inadaptées au commerce local. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pour rassurer, comme toujours, les participants, le replay de ces webinaires sera mis en ligne dans les jours qui viennent sur notre chaîne YouTube, qui fait concurrence aux plateformes de séries à succès, vu le nombre d'heures et de vues qu'on a. Et également les supports de présentation et notamment voilà, les diapositives préparées par monsieur le maire de Houdan sont également disponibles et nous allons préparer la synthèse, un document écrit qui reprendra les enseignements de toute cette semaine et en particulier les messages forts et les témoignages d'aujourd'hui. Merci beaucoup aux trois intervenants du jour de la grande qualité de vos interventions. Merci, c'est un immense plaisir. Au revoir. Donc, au revoir. Donc, voilà, en conclusion peut-être de cette semaine, on a bien vu que tant le patrimoine et l'héritage, l'identité, l'histoire de la ville peuvent être des leviers forts d'attractivité. Tout l'enjeu aujourd'hui, de manière globale sur le commerce, c'est un peu ce qu'on a vu vraiment toute cette semaine, l'enjeu de vous doter d'une stratégie de long terme intégrée qui va aller chercher tous les leviers finalement de l'action publique, hein, que ça soit de l'habitat, de la culture, de l'artisanat, des mobilités. Pour traiter la question du commerce, il faut vraiment aller chercher dans une boîte à outils assez large. Je retiens également le message très clair de ne pas hésiter à être ambitieux aussi sur les installations commerciales, aller chercher du durable, du non délocalisable. Je pense aux céramistes de Dieulefit dont M. Bussa parlait à l'instant, ou tout le terreau riche des associations locales, de l'animation locale qui sont vraiment qui vont constituer des leviers forts et sur le long terme de développement de votre centre. Et puis également, on retient de cette semaine, alors c'est toujours un peu hasardeux de se lancer dans une synthèse comme ça, mais ce qui permet aussi le succès de ces stratégies commerciales, c'est bien le dialogue, la relation humaine, d'embarquer sa population, ses habitants, et bien évidemment le rôle du maire qui est central, également de son équipe.
On a parlé à de nombreuses reprises du manager de centre-ville ou manager de commerce, de l'ensemble de l'équipe municipale, de la communauté de communes. Voilà, ce lien vraiment évident, et on est très heureux dans le cadre du programme Petite Ville de demain que la Banque des Territoires finance justement 2 ans de poste de manager de commerce pour les collectivités qui le souhaitent. Ça peut être un vrai atout pour vos stratégies. Et puis, pour mener tout ça, la boîte à outils Petite Ville de demain est là. De nombreux partenaires ont témoigné tout au long de cette semaine, que ce soit les ministères, ces opérateurs, la Banque des Territoires, les chambres consulaires, les établissements publics fonciers, Initiative France. Vous avez un grand nombre d'acteurs qui sont autour de vous pour vous épauler. Une première publication que je voulais vous signaler également, que l'Association des petites villes de France a publié il y a quelques semaines en partenariat avec la Banque des Territoires sur ces enjeux de revitalisation commerciale, et avec qui on a travaillé pour préparer cette semaine. Donc vous allez en avoir le téléchargement. N'hésitez pas à la consulter. C'est une petite brochure mais très riche, tant de leviers, de bonnes idées, de bonnes pratiques et d'exemples. On a également une recherche-action en cours à Chauny, dans l'Aisne, dans le cadre du programme de recherche-action POPSU Territoire, qui est un de nos partenaires, qui est notre organisme de recherche adossé au programme Petite Ville de demain, qui va nous permettre aussi d'enrichir une approche universitaire et proche du territoire. On était très heureux d'avoir Monsieur Chabot aujourd'hui, voilà, pour poursuivre aussi le lien entre recherche, accumulation et approfondissement des savoirs et action sur le terrain et action concrète. Donc, on sera très heureux de vous tenir au courant des évolutions de ce qui se passe à Chauny en la matière. On continue d'expérimenter dans le Club Petite Ville de demain. Cette semaine, vous avez eu justement un universitaire qui est intervenu dans un webinaire, les travaux pratiques hier autour de la petite ville de Benay. Donc, c'est votre club. On a besoin de vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu, moins plu. Vous allez recevoir un petit sondage et comme toujours, on a besoin de vous. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette semaine. On a compté, vous avez été plus de 1300 connectés à tous nos événements. Donc, on se dit qu'on a dû traiter des sujets qui vous intéressent. Donc, c'est un petit motif de satisfaction personnelle. On espère surtout qu'on a été à la hauteur. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre confiance. Merci infiniment à l'équipe qui a produit cette semaine. Donc, Charline Hennig au ministère de la Transition écologique, Christophe Demulder au ministère de l'Économie, Franck Chéniaud à la Banque des Territoires et toujours l'incontournable Héloïse Thibault au sein de mon équipe qui concocte tous ces événements Club des Petites Villes de demain. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un webinaire consacré aux opérations de revitalisation des territoires. Et début décembre, on s'intéressera aux enjeux de concertation et d'implication citoyenne. Et vous avez d'ores et déjà un petit retour d'expérience de la Comcom des Monts de Laconne, une action menée par le chef de projet Petite Ville de demain pour lancer son projet de territoire en associant la population et en allant même chercher les plus jeunes. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous aux rencontres nationales des petites villes de demain, le 25 octobre à Paris. L'invitation est partie. Il n'y aura pas de diffusion en simultané, mais bien évidemment, des contenus sont disponibles en replay dans la suite. Mais on espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.